seulement vous êtes belle, vous êtes extraordinairement perceptive, dit Aglier. Mais je vous conjure de ne pas me croire. Si je vous apparaissais dans l'éclat poussiéreux de mes siècles, votre beauté enflammerait tout d'un coup, et je ne pourrais me le pardonner. Amparo était conquise, et moi j'éprouvais une pointe de jalousie. J'amenais la conversation sur les églises et sur le Saint-Georges Auxocy que nous avions vu. Aglier dit que nous devions absolument assister à un candomblé. N'allez pas où on vous demande de l'argent. Les lieux vrais sont ceux où on vous accueille sans rien vous demander, pas même de croire. D'assister avec respect, ça oui, avec la même tolérance de toutes les croyances qui leur fait aussi accepter votre mécréance. Certains Pali ou Maë de Santo, allez voir, semblent à peine sortis de la case de l'oncle Tom, mais ils ont la culture d'un théologien de la Grégoriana. Amparo posa une main sur la sienne. Vous y emmenez, dit-elle. J'y suis allé une fois, il y a des années, dans une tente de Mbanda, mais j'ai des souvenirs confus, je me rappelle seulement un grand trouble. Aglier parut gêné par le contact, mais il ne s'y déroba pas. Seulement, comme je le vis faire par la suite dans ses moments de réflexion, de l'autre main, il tira de son gilet une boîte en or et argent, peut-être une tabatière ou une boîte à pilules, au couvercle orné d'une agate. Sur la table du bar brûlait une petite chandelle de cire, et Aglier, comme par hasard, en approcha la boîte. Je vis qu'à la chaleur, l'agate ne se discernait plus, et à sa place apparaissait une miniature très fine, vert bleu et or, qui représentait une bergère avec une corbeille de fleurs. Il la retourna entre ses doigts avec une dévotion distraite, comme s'il égrenait un rosaire. Il s'aperçut de mon intérêt, sourit et reposa l'objet. Trouble. Je ne voudrais pas, ma douce dame, qu'en plus de réceptive, vous fussiez exagérément sensible. Une qualité exquise lorsqu'elle s'associe à la grâce et à l'intelligence, mais dangereuse pour qui va en de certains lieux sans savoir quoi chercher et ce qu'il trouvera. Et par ailleurs, ne confondez pas l'Umbanda et le candomblé. Celui-ci est complètement autochtone, afro-brésilien, comme on dit d'habitude, tandis que celui-là est une fleur très tardive, née de la grève des rites indigènes sur la culture ésotérique européenne, sur le mystique que je dirais templière. Les Templiers m'avaient de nouveau retrouvé. Je dis à Aglier que j'avais travaillé sur eux. Il me regarda avec intérêt. Curieuse conjoncture, mon jeune ami. Ici, sous la croix du Sud, trouver un jeune Templier. Je ne voudrais pas que vous me considériez comme un adepte. Par pitié, monsieur Casaubon. Si vous saviez quelle canaillerie il y a dans ce domaine. Je sais. Et alors? Mais il faut nous revoir, avant que vous repartiez. Nous nous donnons rendez-vous pour le lendemain. Nous voulions tous les trois explorer le petit marché couvert le long du port. Là-bas, nous nous trouvâmes en effet le matin suivant. Et c'était un marché aux poissons, un souk-arabe, une fête patronale qui aurait proliféré avec la virulence d'un cancer, une lourde envahie par les forces du mal, où les magiciens de la pluie pouvaient faire bon ménage avec des capucins extatiques et stigmatisés, au milieu de sachets propitiatoires avec prières cousues dans la doublure, menottes en pierre dure qui faisaient la figue, cornes de corail, crucifix, étoiles de David, symboles sexuels de religion pré-judaïque, hamacs, tapis, sacs, sphinx, Sacré-Cœur, carquois bororo, colliers de coquillages. La mystique dégénérée des conquérants européens se fondait avec la science qualitative des esclaves, de même que la peau de chaque personne présente racontait une histoire de généalogie perdue. Voilà, dit Aglier, une image de ce que les manuels d'ethnologie nomment le syncrétisme brésilien. Mot laid selon la science officielle. Mais dans son sens le plus haut, le syncrétisme est la reconnaissance d'une unique tradition qui traverse et nourrit toutes les religions, tous les savoirs, toutes les philosophies. Le sage n'est pas celui qui discrimine, c'est celui qui réunit les lambeaux de lumière, d'où qu'ils proviennent. Et donc, ils sont plus sages, ces esclaves ou descendants d'esclaves, que ne le sont les ethnologues de la Sorbonne. Vous me comprenez, au moins vous, ma belle dame? Pas avec l'esprit, dit Amparo, avec l'utérus. Je m'excuse, j'imagine que le comte de Saint-Germain ne s'exprimait pas de cette façon, je veux dire que
Je suis né dans ce pays, et même ce que je ne sais pas me parle quelque part, ici, je crois. Elle se toucha le sein. Comment, dit-il, ce soir-là, le cardinal Lambertini a la dame parée d'une splendide croix de diamant sur son décolleté? Quelle joie de mourir sur ce calvaire! Et ainsi aimerais-je écouter ses voix. À présent, il faut que vous m'excusiez, et tous les deux. Je viens d'une époque où l'on se serait damné pour rendre hommage au charme. Vous voudrez rester seul? Nous garderons contact. Il pourrait être ton père, dit Jean Parot, alors que je l'entraînais au milieu des étalages de marchandises. Et même mon bisaïeul. Il nous a fait comprendre qu'il avait au moins 1000 ans. Tu es jaloux de la momie du pharaon? Je suis jaloux de qui te fait allumer une petite lampe dans ta tête. Que c'est beau! Ça, c'est de l'amour. Racontant un jour qu'il avait beaucoup connu Ponce Pilate. Dans les jours qui suivirent, je fus pris par Salvador. Je passais peu de temps à l'hôtel. En feuilletant l'index du livre sur les Rose-Croix, je trouvai une référence au comte de Saint-Germain. Voyez-vous ça, me dis-je, tout se tient. De lui, Voltaire écrivait « C'est un homme qui ne meurt jamais et qui sait tout ». Mais Frédéric de Prusse lui répondait que c'est un conte pour rire. Horace Walpole en parlait comme un Italien ou Espagnol ou Polonais qui avait fait une grande fortune au Mexique et qui ensuite s'était réfugié à Constantinople avec les bijoux de sa femme. Les choses les plus sûres à son sujet, on les apprend dans les mémoires de Madame de Houssaye, dame de chambre de la Pompadour, la belle référence, disait en parole intolérante. Circulant sous différents noms, il s'était fait passer pour Surnom à Bruxelles, Weldon à Leipzig, Marquis d'Aymar, de Bedmar ou de Belmar, comte Saltykov. Arrêté à Londres en 1745, où il brillait comme musicien en jouant du violon et du clavecin dans les salons, 3 ans après à Paris, il offre ses services à Louis XV comme expert en teinture, en échange d'une résidence dans le château de Chambord. Le roi l'emploie pour des missions diplomatiques en Hollande, où il s'attire quelques ennuis et s'enfuit de nouveau à Londres. En 1762, nous le trouvons en Russie, puis de nouveau en Belgique. Là, Casanova le rencontre, qui relate comment il avait changé une monnaie en or. En 1776, il est à la cour de Frédéric II, à qui il présente différents projets chimiques. 8 ans après, il meurt dans le Schleswig, chez le landgrave de Hesse, où il mettait au point une fabrique de couleurs. Rien d'exceptionnel. La carrière typique de l'aventurier du XVIIIe siècle, avec moins d'amour que Casanova et les escroqueries moins théâtrales que celles de Cagliostro. Au fond, à part quelques incidents, il jouit d'un certain crédit auprès des puissants, à qui il promet les merveilles de l'alchimie, mais avec un profit industriel à la clé. Sauf que, autour de lui, et bien sûr orchestré par lui, transforme la rumeur de son immortalité. On l'entend dans les salons citer avec des involtures des événements lointains, comme s'il en avait été le témoin oculaire, et il cultive sa légende avec grâce, presque en sourdine. Mon livre citait aussi un passage de Gog de Giovanni Papini, où est décrite une rencontre nocturne sur le pont d'un paquebot avec le comte de Saint-Germain. Oppressé par son passé millénaire, par les souvenirs qui se bousculent dans son esprit, avec des accents de désespoir qui rappellent Funès, El Memorioso de Borges, à part que le texte de Papini est de 1930. N'avez pas imaginé que notre sort soit digne d'envie, dit le comte à Gog. Au bout de 2 siècles, un spleen incurable s'empare du malheureux immortel. Le monde est monotone. Les hommes n'apprennent rien et retombent à chaque génération dans les mêmes erreurs, les mêmes horreurs. Les événements ne se répètent pas, mais ils se ressemblent. Fini les nouveautés, les surprises, les révélations. Je peux vous l'avouer à vous maintenant que seule la mer Rouge nous écoute. Mon immortalité m'ennuie. La terre n'a plus de secret pour moi, et je n'ai plus d'espoir en mes semblables. Curieux personnage, commentai-je. Il est clair que notre allié joue à l'incarner. Gentilhomme mûr, un peu faisandé, avec du fric à claquer, du temps libre pour voyager, et une propension au surnaturel. Un réactionnaire cohérent qui a le courage d'être décadent, au fond je le préfère aux bourgeois démocrates, dit Parot. Woman power, woman power. Et puis tu tombes en extase pour un baisement.
Vous nous avez éduqués comme ça, des siècles durant. Laissez-nous nous libérer peu à peu. J'ai pas dit que je voudrais l'épouser. Encore heureux. La semaine suivante, ce fut Amélie qui me téléphona. Ce soir-là, nous serions admis dans un terraillon de Candomblé. Nous ne serions pas admis au rite, parce que la Yalorixa se méfiait des touristes. Mais c'est elle-même qui nous recevrait avant le début et nous montrerait le cap. Il va nous prendre en voiture et roula à travers les favelas au-delà de la colline. L'édifice devant lequel nous nous arrêtâmes avait un aspect modeste, genre bâtisse industrielle, mais sur le seuil, un vieux nègre nous accueillit en nous purifiant avec des fumigations. Plus loin, dans un jardinet dépouillé, nous trouvâmes une sorte de corbeille immense, faite de grandes feuilles de palmier sur lesquelles apparaissaient quelques gourmandises tribales, les comidas de Santo. À l'intérieur, nous vîmes une grande salle au mur recouvert de tableaux, surtout des ex-voto, des masques africains. Avigné nous expliqua la disposition du décor. Au fond, les bancs pour les non-initiés, auprès, l'estrade pour les instruments et les chaises pour les ogias. Ce sont des personnes de bonne condition, pas nécessairement croyantes, mais respectueuses du culte. Ici, à Bahia, le grand Yorgi Amado est ogia dans un terriero. Il a été élu par Yansia, reine de la guerre et des vents. Mais d'où viennent ces divinités, demandai-je? C'est une histoire compliquée. Avant tout, il y a une branche soudanaise qui s'impose dans le Nord depuis le début de l'esclavagisme, et de cette souche provient le candomblé des Orixas, c'est-à-dire des divinités africaines. Dans les États du Sud, on a l'influence des groupes bantous, et à partir de là commencent les convictions en chaîne. Tandis que les cultes du Nord restent fidèles aux religions africaines originelles, dans le sud de la Macumba primitive évolue vers l'Ubanda, qui est influencé par le catholicisme, le kardécisme et l'occultisme européen. Par conséquent, ce soir, les Templiers n'ont rien à y voir. Les Templiers étaient une métaphore. En tout cas, ils n'ont rien à y voir. Mais le syncrétisme a une mécanique fort subtile. Avez-vous remarqué de l'autre côté de la porte, près des comidas de Santo, une statuette en fer, une sorte de petit diable avec sa fourche, et quelques offrandes votives à ses pieds? C'est l'Ixou, très puissant dans l'Umbanda, mais pas dans le candomblé. Et pourtant le candomblé aussi, le Nord, le considère comme un esprit messager, une manière de mercure dégénéré. Dans l'Umbanda, on est possédé par l'Ixou, pas ici. Cependant, on le traite avec bienveillance, on ne sait jamais. Vous voyez là-bas, sur le mur? Il me montra la statue polychrome d'un indio nu, et celle d'un vieil esclave nègre habillé de blanc, assis à fumer la pipe. Ce sont un caboclo et un pretovello, esprits trépassés qui, dans les rites Zubanda, comptent énormément. Que font-ils ici? On leur rend hommage. On ne les utilise pas parce que le candomblé n'établit de rapport qu'avec les Orixas africains, mais on ne les relie pas pour autant. Mais que reste-t-il en commun de toutes ces églises? Disons que tous les cultes afro-brésiliens sont de toute façon caractérisés par le fait que, pendant le rite, les initiés sont possédés, comme en transe, par un être supérieur. Dans le candomblé, ce sont des Orixas. Dans l'Umbanda, ce sont des esprits de trépassés. J'avais oublié mon pays et ma race, dit Amparo. Mon Dieu, un peu d'Europe et un peu de matérialisme historique m'avaient fait tout oublier, et pourtant, ces histoires, je les écoutais chez ma grand-mère. Un peu de matérialisme historique, sourit Allier. Il me semble en avoir entendu parler. Un culte apocalyptique pratiqué chez le type de Trière, n'est-ce pas? Je serrai le bras d'Amparo. Ne pas salam, mon amour. Bon Dieu, murmura-t-elle. Avigné avait suivi sans intervenir notre bref dialogue à mi-voix. Les puissances du syncrétisme sont infinies, ma chère. Si vous voulez, je peux offrir la version politique de toute cette histoire. Les lois du XIXe siècle restituent la liberté aux esclaves, mais dans la tentative d'abolir les stigmates de l'esclavage, on brûle toutes les archives du marché esclavagiste. Les esclaves deviennent formellement libres, mais sans passé. Et alors, ils cherchent à reconstruire une identité collective à défaut d'identité familiale. Ils reviennent aux racines. C'est leur façon de s'opposer, comme vous dites, les jeunes, aux forces dominantes. Mais vous venez de me dire que ces sectes européennes s'en mêlent, dit Amparo.
se vengent. Aujourd'hui, ils ont capturé plus de blancs que vous ne le pensez. Les cultes africains originels avaient la faiblesse de toutes les religions. Ils étaient locaux, ethniques, myopes, en contact avec les mythes des conquérants. Ils ont reproduit un ancien miracle. Et ils ont redonné vie au culte mystérique du 2e et du 3e siècle de notre ère, dans le bassin méditerranéen, entre Rome, qui se délitait petit à petit, et les ferments qui venaient de la Perse, de l'Égypte, de la Palestine pré-judaïque. Dans les siècles du Bas Empire, l'Afrique reçoit les influences de toute la religiosité méditerranéenne, et s'en fait l'écran, le condensateur. L'Europe se voit corrompue par le christianisme de la raison d'État. L'Afrique conserve des trésors de savoir, comme déjà elle les avait conservés et répandus au temps des Égyptiens. Ils offrant aux Grecs, qui en ont fait du gâchis. Il y a un corps qui enveloppe tout l'ensemble du monde. Mais quel savoir? Vous vous rendez-vous compte comme a été grande l'époque entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ? Non pas pour les faces de l'Empire à son déclin, mais pour ceux qui fleurissaient pendant ce temps dans le bassin méditerranéen. À Rome, les prétoriens égorgeaient leurs empereurs, et dans la Méditerranée fleurissaient l'époque d'Apulée, des mystères d'Isis, de ce grand retour de spiritualité que furent le néoplatonisme, la gnose, temps béni, quand les chrétiens n'avaient pas encore pris le pouvoir et envoyaient à la mort les hérétiques. Époque splendide, habitée par le nous, sillonnée d'extase, peuplée de présence, émanation, démons et cohortes angéliques. C'est un savoir diffus, décousu, vieux comme le monde, qui remonte à Pythagore, aux brahmanes de l'Inde, aux hébreux, aux magiciens, aux gymnosophistes et même aux barbares de l'extrême nord, aux druides des Gaules et des îles britanniques. Les Grecs considéraient que les barbares étaient tels parce qu'ils ne savaient pas s'exprimer, avec ces langages qui, à nos oreilles trop bien éduquées, retentissaient comme des aboiements. Et au contraire, à notre époque, on décide que les barbares en savaient beaucoup plus que les Hellènes, et précisément parce que leur langage était impénétrable. Vous croyez que ceux qui vont danser ce soir savent le sens de tous les chants et noms magiques qu'ils prononceront? Non, heureusement, car le nom inconnu fonctionnera comme exercice de respiration, vocalisation mystique. L'époque des Antonins. Le monde était plein de merveilleuses correspondances, de ressemblances subtiles. Il fallait les pénétrer sans laisser pénétrer, à travers le rêve, l'oracle, la magie, qui permet d'agir sur la nature et sur les forces faisant mouvoir le semblable avec le semblable. La sapience est insaisissable, volatile, elle échappe à toute mesure. Voilà pourquoi à cette époque le dieu vainqueur a été Hermès, inventeur de toutes les astuces, lieu des carrefours, des voleurs, mais créateur de l'écriture. Cet art de l'illusion et de la différence, de la navigation, qui mène vers la fin de tout confin, où tout se confond à l'horizon. Des grues pour soulever les pierres du sol et les armes, qui changent la vie en or, et les pompes à eau, qui font lever la matière pesante, de la philosophie qui produit des illusions et des leurres. Et vous savez où se trouve aujourd'hui Hermès? Ici. Vous l'avez vu sur le seuil, on l'appelle Exou. Ce messager des dieux, médiateur, commerçant, ignorant la différence entre le bien et le mal. Il nous observa avec une défiance amusée. Vous croyez que comme Hermès, avec les marchandises, je suis trop leste dans ma rétribution des dieux? Regardez ce petit livre que j'ai acheté ce matin dans une librairie populaire de Périno. Magie et mystère de Saint-Cyprien, recette de charme pour obtenir l'amour ou pour faire mourir son ennemi. Invocation aux anges et à la Vierge. Littérature populaire pour ces mystiques de couleur noire. Mais il s'agit de Saint-Cyprien d'Antioche, sur qui il existe une immense littérature des siècles d'argent. Ces géniteurs veulent qu'il soit instruit sur tout et qu'il sache ce qu'il y a sur la terre, dans l'air et dans l'eau de la mer, et il l'envoie dans les pays les plus lointains pour apprendre tous les mystères. Pour qu'ils connaissent la génération et la corruption des herbes et les vertus des plantes et des animaux, non pas celle de l'histoire naturelle, mais celle de la science occulte, ensevelie au plus profond des traditions archaïques et lointaines. Et Cyprien, à Delphes, se voue à Apollon et à la dramaturgie du serpent. Il connaît les mystères de Mitra. À 15 ans, sur le mont Olympe,
Sous la conduite de 15 hiérophantes, il assiste à les rites d'évocation du prince de ce monde, pour en dominer les trames. À Argos, il est initié au mystère d'Héra. En Phrygie, il apprend la mantique de l'hécatoscopie. Et il n'y a désormais rien dans la terre, dans la mer et dans l'air qu'il ne connut. Ni fantôme, ni objet de savoir, ni artifice d'aucune sorte, pas même l'art de changer par sortilège les écritures. Dans les temples souterrains de Memphis, il apprend comment les démons communiquent avec les choses terrestres, les lieux qu'ils adorent, les objets qu'ils aiment, et comment ils habitent les ténèbres, et quelle résistance ils opposent dans certains domaines, et comment ils savent posséder les armes et les corps, et quels effets ils obtiennent de connaissances supérieures, mémoire, terreur, illusion, et l'art de se produire des commotions terrestres et d'influencer les courants du sous-sol. Puis, hélas, il se convertit. Mais quelque chose de son savoir reste, se transmet. Et à présent, nous nous retrouvons ici, dans la bouche et dans l'esprit de ces pouilleux que vous taxez d'idolâtres. Mon ami, il y a un instant, vous me regardiez comme si j'étais un ci-devant. Qui vit dans le passé? Vous qui voudriez offrir à ce pays les horreurs du siècle ouvrier et industriel, ou moi, qui veux que notre pauvre Europe retrouve le naturel et la foi de ses enfants d'esclaves? Bon Dieu, si fait en parole mauvaise, vous le savez vous aussi que c'est une façon de les garder bien sages. Pas sages, encore capable de cultiver l'attente. Sans le sentiment de l'attente, il n'existe pas même de paradis. Ne nous l'avez-vous pas enseigné, vous, les Européens? Moi, je serai européenne. Ce n'est pas la couleur de la peau qui compte. C'est la foi dans la tradition. Pour redonner le sentiment de l'attente à un Occident paralysé par le bien-être. Ceux-là paient. Ils souffrent peut-être, mais ils connaissent encore le langage des esprits de la nature, des airs, des eaux, des vents. Vous nous exploitez encore une fois. Encore? Oui, vous devriez l'avoir appris en 89, comte. Quand cela nous lasse, zac! Et en souriant comme un ange, elle s'était passé la main tendue, très belle, sous la gorge. Dans Tarot, je désirais même les dents. Dramatique, il y a glié en tirant de son gousset sa tabatière et en la caressant à main jointe. Vous m'avez donc reconnu. Mais en 89, ce ne sont pas les esclaves qui ont fait rouler les têtes, mais bien ces braves bourgeois que vous devriez détester. Et puis, le comte de Saint-Germain, en l'espace de tant de siècles, des têtes. Il en a vu rouler tant, et tant revenir sur leur cou. Mais voici qu'arrive la Maile Santo, la Yalurixa. La rencontre avec la déesse du Terrairo fut calme, cordiale, populaire et cultivée. C'était une grande négresse au sourire éclatant. À première vue, on l'aurait prise pour une ménagère. Quand nous commençâmes à parler, je compris pourquoi les femmes de ce genre pouvaient dominer la vie culturelle de Salvador. Mais ces Orixas, ce sont des personnes ou des forces, lui demandai-je. La Maile Santo répondit que c'était des forces, certes, rouges, blancs, feuilles, arc-en-ciel. Pourtant, comment empêcher les simples de les voir comme des guerriers, des femmes, des saints des églises catholiques? Vous aussi, dit-elle, n'adorez-vous pas peut-être une force cosmique sous la forme de tant de vierges? L'important, c'est de vénérer la force. L'apparence doit s'adapter aux possibilités de compréhension de chacun. Ensuite, elle nous invita à sortir dans le jardin de derrière pour visiter les chapelles avant le début du rite. Dans le jardin se trouvaient les maisons des Orixas. Une ribambelle de fillettes maigres en costume de baga se pressaient gaiement pour les derniers préparatifs. Les maisons des Orixas étaient disposées dans le jardin comme les chapelles d'un sacromonte et montraient à l'extérieur l'image du saint correspondant. À l'intérieur, hurlaient les couleurs crues des fleurs, des statues, des nourritures cuites depuis peu et offertes aux dieux. Blanc pour Oxala, bleu et rose pour Yemanja, rouge et blanc pour Xango, jaune et or pour Ogun. Les initiés s'agenouillaient en baisant le seuil et en se touchant sur le front et derrière l'oreille. Mais alors, demandai-je, Yemanja est ou n'est pas Notre-Dame de la Conception? Et Xango est ou n'est pas Jérôme? Ne posez pas de questions embarrassantes, me conseilla Aglier. Dans l'Indonda, c'est encore plus compliqué. À l'île d'Oxala appartiennent Saint-Antoine
Antoine et les saints Côme et Damien. À la ligne de Yemanja appartiennent les sirènes, les ondines, les canoclasses de la mer et des fleuves, les marins et les étoiles guides. À la ligne d'Orient appartiennent les hindous, les médecins, les hommes de science, les arabes, les marocains, les japonais, les chinois, les mongols, les égyptiens, les aztèques, les incas, les caraïbes et les romains. À la ligne d'Oxosis appartiennent le soleil, la lune, le caboclo de Cascade et le caboclo des Noirs. À la ligne d'Ogun appartiennent Ogun d'Airamar, Ronquemato, Yara, Megué, Naroué. En somme, ça dépend. Bon Dieu, dit encore Amparo. On dit Oxala, lui susurrai-je en lui effleurant l'oreille. T'inquiète, nos pas sa rame. La Yalorixane montra une série de masques que les acolytes portaient au temple. C'étaient des masques hauts en paille ou des capuchons, dont devraient se couvrir les médiums au fur et à mesure qu'ils entraient en transe, proie de la divinité. C'est une forme de pudeur, dit-elle. Dans certains terreiros, les élus dansent le visage nu, exposant leur passion aux assistants. Mais l'initié doit être protégé, respecté, soustrait à la curiosité des profanes, ou de ceux qui, de toute façon, n'en peuvent appréhender la jubilation intérieure et la grâce. C'était la coutume de ce terreiro, nous dit-elle, et donc on n'admettait pas volontiers les étrangers. Mais peut-être un jour, qui sait, comment a-t-elle? Ce n'était pour nous qu'un au revoir. Cependant, elle ne voulait pas nous laisser aller avant de nous avoir offert, non pas pris dans les corbeilles, qui devaient rester intactes jusqu'à la fin du rite, mais dans sa cuisine, quelques échantillons des comidas de Santo. Elle nous emmena derrière le terreiro, et ce fut un festin polychrome de mandioca, pimenta, coco, amandoine, gingembre, moqueca de cirimolé, vatapa, effo, carourou, haricots noirs avec farofa, dans une odeur molle de denrées africaines, saveur tropicale douceâtre et forte, que nous goûtâmes avec componction, sachant que nous participions au repas des anciens dieux soudanais. Justement, nous dit la Yalorixa, parce que chacun de nous, sans le savoir, était l'enfant d'un Orixa, et souvent, on pouvait dire de qui. Je demandais hardiment de qui j'étais le fils. La Yalorixa d'abord esquiva, dit qu'on ne pouvait pas établir avec certitude, puis elle consentit à m'examiner la paume de la main. Il passa le doigt, me regarda dans les yeux et dit « Tu es un enfant d'Oxala ». J'en fus fier. Amparo, maintenant détendu, suggéra qu'on découvrit de qui Agayé était le fils, mais il dit qu'il préférait ne pas le savoir. De retour dans notre chambre, Amparo me dit « Tu as regardé sa main ?» Au lieu d'une ligne de vie, il y a une série de lignes brisées, comme un ruisseau qui rencontre le piège et recommence à couler un mètre plus loin. La ligne de quelqu'un qui devrait être mort de nombreuses fois. Le champion international de métapsychose en longueur. Non pas Salam, dit Amparo. Car en ce qu'ils changent leur nom, Diotalevi disait que Essed est la séphira de la grâce et de l'amour, feu blanc, vent du sud. L'autre soir, dans le périscope, je pensais que les derniers jours vécus à Bahia avec Amparo se plaçaient sous ce signe. Je me rappelais, comme on se souvient, tandis qu'on attend des heures et des heures dans l'obscurité, un des derniers soirs. Nous avions mal aux pieds à force de parcourir les ruelles et les places, et nous étions mis tôt au lit, mais sans envie de dormir. Amparo s'était pelotonné contre l'oreiller en position fétale, et faisait semblant de lire entre ses genoux légèrement écartés un de mes petits manuels sur l'Umbanda. Par moments, elle s'est tombée sur le dos, indolemment, les jambes ouvertes et le livre sur le ventre. Et elle restait à m'écouter alors que je lisais le livre sur les rose-croix et tentais de l'entraîner dans mes découvertes. Le soir était doux, mais comme l'aurait écrit Beldo dans ses fils, harassés de littérature, les souffles de la nuit ne flottaient pas sur Galgala. Nous nous étions à faire un bel hôtel. Par la fenêtre, on apercevait la mer, et dans la cuisine encore éclairée, je voyais un panier de fruits tropicaux achetés ce matin-là au marché qui me réconfortait. Il raconte qu'en 1614 paraît en Allemagne un écrit anonyme, Allgemeine und Generalreformation, ou réforme générale et commune de l'univers entier, suivi de la Fama Fraternitatis, de la très noble confrérie de la Rose-Croix, à l'adresse de tous les savants et souverains d'Europe,
accompagné d'une brève réponse du seigneur Hasselmayer, qui pour ce motif a été jeté en prison par les jésuites et mis au fer dans une galère. Aujourd'hui donné à imprimer et porter à la connaissance de tous les cœurs sincères, édité à Kassel par Wilhelm Wessel. C'est pas un peu long. Il semble qu'au XVIIe siècle, les titres étaient tous comme ça. C'est Lina Wertmüller qui les écrivait. C'est un ouvrage satirique, une fable sur une réforme générale de l'humanité, et de surcroît copié en partie dans les Nouvelles du Parnasse de Trajan de Caligny. Mais il contient un opuscule, un libelle, un manifeste d'une douzaine de petites pages, la Fama Fraternitatis, qui sera publié à part l'année suivante en même temps qu'un autre manifeste, cette fois en latin, la Confessio Fraternitatis Rosae Crucis ad Erudito Europae. Dans l'un et l'autre, la confrérie des Rose-Croix se présente et parle de son fondateur, un mystérieux CR. Après seulement, et par d'autres sources, on s'assurera ou on décidera qu'il s'agit d'un certain Christian Rosenkreuz. Pourquoi n'y a-t-il pas le nom complet? Regarde, c'est une vraie réponse d'initiale. Ici, personne n'est nommé en entier. Ils s'appellent tous GGMPI. Et ceux qui sont vraiment affublés d'un sobriquet affectueux s'appellent PD. On raconte les années de formation de CR, qui commence par visiter le Saint-Sépulcre, puis fait voile vers Damas, passe ensuite en Égypte, et de là à Fès, qui à l'époque devait être un des sanctuaires de la sagesse musulmane. Là-bas, notre Christian, qui déjà savait le grec et le latin, apprend les langues orientales, la physique, la mathématique, les sciences de la nature, et accumule toute la sagesse millénaire des Arabes et des Africains jusqu'à la cabane et la magie, allant jusqu'à traduire en latin un mystérieux Liber M. Et il connaît ainsi tous les secrets du macro et du microcosme. Depuis 2 siècles, tout ce qui est oriental est à la mode, surtout si on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ils font toujours comme ça, affamés, cinglés, saignés, demander la coupe du mystère, tiens, et elles m'en roulaient une. C'est de la bonne. Tu vois que tu veux perdre la mémoire, toi aussi. Mais moi, je sais que c'est chimique, et voilà tout. Il n'y a pas de mystère, même ceux qui ne savent pas l'hébreu déraillent. Viens ici. Attends. Ensuite, Rosenkreuz passe en Espagne, et là aussi il fait son miel de plumes les plus occultes. Et il dit qu'il s'approche de plus en plus du centre du tout-savoir. Et au cours de ses voyages, qui pour un intellectuel de l'époque représentait vraiment un truc de sagesse totale, il comprend qu'il faut fonder en Europe une société qui mette les gouvernements sur les voies de la science et du bien. Une idée originale, ça valait la peine de tant étudier. Je veux de la mamaya fraîche. Elle est au frigo, sois gentil, vas-y, moi je travaille. Si tu travailles, tu es fourni, mais si tu es fourni, fais la fourmi, par conséquent, va aux provisions. La mamaya est volupté, par conséquent, c'est la cigale qui y va. Sinon, j'y vais moi, et tu lis toi. Mon Dieu, non, je hais la culture de l'homme blanc. J'y vais. En paro, elle est vers le coin cuisine, et jamais la désirer à contre-jour. Et pendant ce temps, CR revenait en Allemagne, et au lieu de se vouer à la transmutation des métaux, comme désormais son immense savoir le lui aurait permis, il décidait de se consacrer à une réforme spirituelle. Il fondait la confrérie en inventant une langue et une écriture magique qui servirait de fondement à la science des frères à venir. Non, je vais salir le lion. Mets la main dans la bouche. Non, ne fais pas l'idiote. Comme ça, voilà. Dieu, ce qu'il est bon, la mamaya, Rosenkreuz, Schmucky, ya. Mais tu sais que ce que les premiers Rose-Croix écrivirent dans les premières années aurait pu éclairer le monde anxieux de vérité. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Là, il entourloupe. Le manifeste ne le dit pas. Et il te laisse avec l'eau à la bouche, une chose tellement importante, mais tellement importante qu'elle doit demeurer secrète. Quelle pute! Non, aïe, arrête-toi! Quoi qu'il en soit, et comme ils se multiplient, les Rose-Croix décident de se disséminer aux 4 coins du monde, avec l'engagement de soigner gratuitement les malades, de ne pas porter des vêtements qui les fassent reconnaître, de jouer à fond le mimétisme toujours selon les coutumes de chaque pays, de se rencontrer une fois l'an et de rester secret pendant 100 ans. Mais excuse-moi, quelle réforme voulait-il faire si on venait d'en faire une? Et c'était quoi, Luther? Du caca? Mais tout ça se passait avant la réforme protestante. Ici, en note, il est dit que d'une lecture attentive de la Fama et de la Confession, on déduit... Qui déduit? Quand on déduit, on déduit, peu importe qui. C'est la raison, le bon sens. Eh là, mais t'es quoi? On parle des Rose-Croix, une chose sérieuse. Tu parles? Alors, comme on le déduit, Rosenkreuz est né en 1378
et meurt en 484, au bon âge de 106 ans. Et il n'est pas difficile de deviner que la confrérie secrète a contribué d'une façon non négligeable à cette réforme qui, en 1615, fêtait son centenaire. C'est si vrai que dans les armoiries de Luther, il y a une rose et une croix. La belle imagination! Tu voulais Luther mettre dans ses armoiries une girafe en flamme ou une montre liquéfiée? Chacun est le fils de son camp. J'ai compris de qui je suis le fils, moi. Tais-toi, laisse-moi continuer. Vers 1604, alors qu'ils restaurent une partie de leur palais ou château secret, les Rose-Croix trouvent une large pierre où était fiché un grand clou. Ils extraient le clou, un morceau d'une tombe. Apparut une porte sur laquelle est écrit en grandes lettres « Poste 120 Agnos Patebo ». Je l'avais déjà appris dans la lettre de Belbo, mais je ne pus m'empêcher de réagir. Mon Dieu! Qu'est-ce qui arrive? C'est comme un document du Templier que... C'est une histoire que je ne t'ai jamais racontée d'un certain colonel. Et alors? Les Templiers ont copié sur les Rose-Croix? Eh, les Templiers viennent avant. Et alors, les Rose-Croix ont copié sur les Templiers? Mon amour, sans toi je ferai un court-circuit. Mon amour, cette alignée t'a détraqué. Tu attends la révélation? Moi? Je n'attends rien du tout. Encore heureux, attention à l'opium des peuples. El pueblo unido jamás será vencido. Ris bien, toi. Continue, que j'entende ce que disaient ces crétins. Ces crétins ont tout appris en Afrique. Tu n'as pas entendu? Eux, en Afrique, ils commençaient déjà à nous emballer et à nous envoyer ici. Remercie le ciel. Tu pouvais n'être à prétorien. Je l'embrassais et poursuivais. Derrière la porte, on découvre un sépulcre à 7 côtés et 7 angles, prodigieusement éclairé par un sommeil artificiel. Au milieu, un autel de forme circulaire, orné de différentes devises ou emblèmes du genre « Nequaquam vacuum ». Nequaqua, signé Donald Duck? Ah, c'est du latin. Je ne sais pas si tu vois, ça veut dire « le vide n'existe pas ». Encore heureux, ce serait d'une horreur. Tu voudrais bien me brancher le ventilateur, Animula Vagula Blandula. Mais on est en hiver. Pour vous, du mauvais hémisphère, mon amour. Nous sommes en juillet, qui pouvons-nous? Branche le ventilateur. Pas parce que je suis le mal, c'est qu'il est de ton côté. Merci. Bref, sous l'autel, on trouve le corps intact du fondateur. Dans la main, il tient un livre peint, débordant d'infinie sapience. Et dommage que le monde ne le puisse connaître, dit le manifeste. Autrement, gloup, non, blou, squitch, aïe! Je disais, le manifeste se termine en promettant un immense trésor encore tout à découvrir et de surprenantes révélations sur les rapports entre macrocosme et microcosme. N'allez pas croire que nous sommes des alchimistes de 4 sous et que nous allons vous enseigner à produire l'or. C'est affaire de fripouille, et nous voulons mieux et visons plus haut dans tous les sens. Nous sommes en train de diffuser cette femme en 5 langues, pour ne rien dire de la confession, prochainement sur cet écran. Attendons réponses et jugements de doctes et d'ignorants. Écrivez-nous, téléphonez, dites-nous vos noms. Voyons si vous êtes dignes d'avoir part à nos secrets, dont nous ne vous avons donné qu'un pas à l'avant-goût. Sub umbra alarum tuarum iova. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la phrase de congé. Bien reçue, terminée, en somme, il semble que les Rose-Croix ne peuvent s'empêcher de faire savoir ce qu'ils ont appris, et qu'ils attendent seulement de trouver le bon interlocuteur. Mais pas un mot sur ce qu'ils savent. Comme ce type avec sa photo, cette annonce dans la revue qu'on a feuilletée en avion. Si vous m'envoyez 10 $, je vous enseigne le secret de devenir millionnaire. Mais lui, ne ment pas. Lui, le secret, il l'a découvert. Comme moi. Écoute, il vaut mieux que tu continues à lire. On dirait qu'il ne m'a jamais vu avant ce soir. C'est toujours comme si c'était la première fois. Puis, je ne me permets pas de familiarité au premier venu. Mais est-il possible que tu les déniches tous, toi? D'abord les Templiers, ensuite les Rose-Croix? Mais t'as lu, je sais pas moi, Pletchanov? Non. J'attends d'en découvrir le tombeau, dans 120 ans. Si Staline ne l'a pas enterré avec les caterpillars. Quel idiot! Je vais dans la salle de bain. Et déjà la fameuse fraternité des Rose-Croix. Après venait le meilleur. Et au retour d'Amparo, j'étais déjà en mesure de lui annoncer les événements admirables. C'est une histoire incroyable. Les manifestes sortent à une époque où les textes de ce genre pullulaient.
Tout le monde cherche un renouveau, un siècle d'or, un pays de cocagne et de l'esprit. Qui farfouille dans les textes magiques, qui fait transpirer les fourneaux pour préparer les motos, qui cherche à dominer les étoiles, qui élabore des alphabets secrets et des langues universelles. À Prague, Rodolphe II transforme la cour en un laboratoire alchimique. Il invite Comenius et John Dee, l'astrologue de la cour d'Angleterre qui avait révélé tous les secrets du cosmos en quelques pages d'une Monas Hieroglyphica. Je te jure que c'est bien le titre. Et Monas n'indique pas ton sexe en vénitien, mais signifie monade. J'ai dit quelque chose? Le médecin de Rodolphe II est ce Michael Mayer qui écrit un livre d'emblèmes visuels musicaux, l'Atlanta Fugians, une fête philosophale de l'œuf, des dragons qui se mordent la queue, des sphinx. Rien n'est aussi lumineux que le chiffre secret. Tout est hiéroglyphique de quelque chose d'autre. Tu te rends compte? Galilée jette des pierres dans la tour de Pise, Richelieu joue au Monopoly avec la moitié de l'Europe, et ici, tous de circuler, les yeux écarquillés pour lire les signatures du monde. Vous en comptez le bel, vous, il vient question de la chute des corps, ci-dessous, mais ci-dessus, il y a bien autre chose. À présent, je vous le dis, abracadabra. Torricelli fabriquait le baromètre et eux faisaient des balais, des jeux d'eau et des feux d'artifice dans l'Ortus Palatinus de Heidelberg. Et la guerre de 30 ans était sur le point d'éclater. Qui sait comme elle était contente, fais-je courage. Mais non plus ne donne pas toujours du bon temps. L'électeur palatin, en 19, accepte la couronne de Bohême. Je crois qu'il le fait parce qu'il meurt d'envie de régner sur Prague, ville magique. Mais les Habsbourg, un an après, le clouent à la Montagne Blanche. À Prague, le massacre des protestants. Comenius voit sa maison, sa bibliothèque brûlée. On lui assassine sa femme et son fils, et il s'enfuit de cour en cour, allant répétant comme elle était grande et pleine d'espoir l'idée des Rose-Croix. Et le pauvre, lui aussi, tu voulais qu'il se constelle avec le baromètre? Mais excuse-moi un instant, tu sais que nous les femmes, nous ne saisissons pas tout de suite comme vous. Qui a écrit le manifeste? Le plus bon, c'est qu'on ne le sait pas. Laisse-moi comprendre. Gratte-moi la Rose-Croix. Non, non, entre les deux omoplates. Non, plus haut. Non, plus à gauche. Voilà, là. Or donc, dans ce milieu allemand, il y a des personnages incroyables. Voici Simon Studio, qui écrit La Naométria, un traité occulte sur les mesures du temple de Salomon. Heinrich Kunrad, qui écrit un amphithéâtrum sapientiae aeternae, plein d'allégories avec des alphabets hébreux et des cavernes kabbalistiques, qui doivent avoir inspiré les auteurs de la femme. Ces derniers sont probablement des amis d'un de ces 10 000 conventicules d'utopistes de la Renaissance chrétienne. La rumeur publique veut que l'auteur soit un certain Johann Valentin Andrea. Et l'année suivante, il publiera Les Noces chimiques de Christian Rosenkreutz. Mais il l'avait écrit dans sa jeunesse. Donc, l'idée des Rose-Croix lui trottait depuis longtemps dans la tête. Mais autour de lui, à Tübingen, il y avait d'autres enthousiastes. Ils rêvaient de la République de Christianople. Peut-être se sont-ils mis tous ensemble. Mais il paraît qu'ils l'ont fait pour plaisanter, par jeu. Ils ne pensaient pas du tout créer le pandémonium qu'ils ont créé. Andrea passera ensuite sa vie à jurer que ce n'était pas lui qui avait écrit le manifeste, que de toute façon c'était un lusus, un ludibrium, un coup de goguillard. Il y perd sa réputation académique, enrage, dit que les Rose-Croix, si même ils existaient, étaient tous des imposteurs. Rien n'y fait. À peine les manifestes sortent, on dirait que les gens n'attendent que ça. Les doctes de toute l'Europe écrivent vraiment aux Rose-Croix. Et comme ils ne savent pas où les trouver, ils envoient des lettres ouvertes, des opuscules, des livres imprimés. Mayer publie tout de suite la même année un Arcana Arcanissima, où il ne mentionne pas les Rose-Croix, mais tout le monde est convaincu qu'il parle d'eux et en sait plus long qu'il ne veut bien dire. Certains se vantent, ils disent qu'ils avaient déjà lu la femme en manuscrit. Je ne crois pas que c'était une mince affaire que de préparer un livre à cette époque, parfois même avec des gravures. Mais Robert Flood, en 1616, et il écrit en Angleterre et imprime à Leeds, calcule aussi le temps des voyages pour les épreuves, fait circuler une apologia compendiaria fraternitatem de Rosae Cruzae, suspicionis et infamais maculis aspersam, veritatem quasi fultibus annuens et abstergens. Pour défendre les Rose-Croix et les libérer des soupçons des tâches dont ils ont été gratifiés. Et cela veut dire qu'un débat furieux avait déjà eu lieu entre Bohême, Allemagne, Angleterre, Hollande, le tout avec des courriers à cheval et des érudits itinérants.